Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous y sommes, ça y est, la deuxième journée de live ici à l'Alpe d'Huez pour le triathlon international d'Alpe d'Huez, la distance M. Après avoir passé une grande et belle journée hier sur la longue distance, nous voici à présent sur évidemment du beaucoup plus court, en direct sur le lac du Vernet pour la première des distances qui sera de 1 km 500 de natation, suivi de 28 km de vélo. Ils termineront avec 6 km 400 de course à pied. Mais pour décrypter tout ça et m'accompagner tout au long de ce live, pour cette édition 2025, je vous présente à mes côtés Erwan Jacobi. Bonjour Erwan. Bonjour à tous. Voilà, Erwan Jacobi, professionnel, triathlète professionnel, spécialisé sur la longue distance. Mais tu sais et tu connais ses allures aussi, parce que avant de passer sur la longue distance, il faut évidemment, par cheminement, je dirais, tout à fait logique, tu as fait aussi du court. J'ai fait aussi du court pendant assez longtemps et j'ai même mélangé un petit peu les deux pendant quelques années où je faisais de l'AD1 et du long. Donc on peut tout à fait faire les deux, même si ce n'est pas des allures similaires, on peut tout à fait faire les deux et prendre du plaisir sur les deux distances. Voilà, donc on va effectivement essayer d'être au cœur de l'action, au cœur de cette édition 2025 Distance M, avec plus de 1800 partants sur cette nouvelle édition. Je dirais, les effectifs ont été complets tout au long de la semaine. Cette semaine qui a démarré, Erwan, on va rappeler un petit peu le déroulé de cette semaine assez extraordinaire avec le duathlon qui s'était lancé lundi avec 800 partants. C'était un record. Ensuite, le mardi, donc il y a eu les enfants, donc tous les kids, énormément encore de participants, tous nos jeunes champions en herbe. Et puis hier, la longue distance avec 1800 partants également. Et on a vu bien sûr ce fabuleux spectacle et la victoire chez les féminines, double victoire puisqu'elle était tenante du titre, la Suissesse Alanis Siffer qui remporte une deuxième édition, et chez les garçons ce spectacle qui nous a été offert par le Norvégien John Brevold. Tu as suivi cette course? Ouais, j'ai suivi bien sûr parce que ma copine faisait la course et même j'étais présent sur toute la journée, donc je me suis régalé. C'est une course qui est très très agréable à suivre et très belle. Donc, le niveau a augmenté. Oui. On a vu un nouveau, je dirais une nouvelle référence chronométrique, 5h30 avec le Norvégien. 5h30, c'est assez exceptionnel. Et tous les garçons avec qui on en a discuté, ils ont tous quasiment, ceux qui ont vraiment bien marché, battu leur record et malgré tout reculé dans le classement. Ça prouve bien effectivement le niveau qui s'élève chaque année sur cette épreuve. Et surtout, je pense qu'hier, des conditions exceptionnelles. Je pense qu'il y avait des conditions entre guillemets favorables en vélo. Ça leur a permis de faire un chrono un peu plus rapide que d'habitude, d'après les retours que j'en ai eu, mais même la densité des athlètes et le niveau augmente d'année en année et du coup ça pousse tout le monde vers le haut et c'est impressionnant de voir les chronos qui passent maintenant, c'est assez impressionnant. Allez, on va revenir maintenant sur le direct avec ce déroulé, je dirais, distance avec la natation, bien sûr, c'est ce kilomètre 500 et ensuite cette transition qui va emmener les triathlètes du plan d'eau le lac du Vernet jusqu'à Bourdoisan, au pied de l'Alpe d'Huez. Et ensuite, bien sûr, ces fameux 21 virages, on vient là pour ça, fameux 21 virages, cette dénivelée qui ne cesse de s'élever pour emmener les triathlètes évidemment jusqu'à la T2, où nous sommes positionnés actuellement. Donc 28 km au total, une première partie évidemment très roulante, et ensuite on va attaquer ce gros morceau. Ouais. Les 21 virages. Donc forcément, il va y avoir de la débauche d'énergie. Il va y avoir des complications un petit peu dans l'Alpe d'Huez pour ceux qui se seront un petit peu empressés dans la partie un peu plus roulante. C'est ça. Et après, à pied, il faudra aussi en garder un petit peu quand même. Ils seront donc à 1850 mètres, vous le voyez sur donc cette carte qui vous fait découvrir l'ensemble du parcours et le deuxième tracé ensuite que vous voyez sur la partie supérieure. Ça sera cette fameuse boucle à pied puisque hier 3 boucles, aujourd'hui une seule boucle, 6 km 400. Rien de facile non plus. 150 mètres de dénivelé quand même à s'envoyer. Et même le terrain est pas non plus, c'est pas du bitume. Mi-trail, on va dire un mi-trail, mi-course sur route. Il y en a pour tous les goûts. Il faudra bien accrocher les runnings sur les appuis. Allez, on revient sur cette zone de départ avec, comme vous le voyez, les élites. Un plateau élite un peu moins fourni, on pourrait le dire, même si le tenant du titre, l'Espagnol Miquel Arracet, est présent. Qui est un très très bon athlète espagnol qui avait remporté l'édition 2024, champion de Pays Basque distance sprint.
C'est un garçon aussi qui a un très beau palmarès en vélo. Pendant 2 ans, il s'était vraiment consacré au vélo. Donc, on l'avait vu l'année dernière dans la montée de l'Alpe, c'est là où il a construit sa victoire finalement. Il est bien présent. Et puis, on va retrouver un certain Léon Chevalier qui a couru hier, qui a couru et animé la première partie de cette partie vélo, je dirais, pour ensuite lever un petit peu le pied, mais être présent encore aujourd'hui. Et puis, on aura également des garçons comme Igor Dupuis qui court en D1, qu'il faudra surveiller. Celui qui avait terminé l'année dernière 8e, Abdeselam Léo. Gros nageur, on pense. C'est pas que je pense, c'est que je suis sûr. On est quasiment sûr qu'il va nager devant. Et puis, on vous décrira un petit peu tout ce plateau chez les féminines. Eh bien, écoutez, Elena Pollert pour les couleurs de Poissy. On a Manon Jacob également pour les mêmes couleurs. On a Marta Sanchez Hernandez, l'espagnole. On a également Jody Ducart de Metz Triathlon. On a Sandra Huon. Alors, Sandra Huon, je ne pense pas qu'elle soit là, parce qu'il me semble qu'elle est blessée. Je crois qu'elle est pas là. Voilà, on a Anna Zender également, la Suissesse. On vous décrira un peu tous les palmarès tout à l'heure. On a Marit Endervenberg pour la néerlandaise et l'espagnole Chloé Sarah Jodin. Voilà rapidement. Et puis je voudrais pas oublier non plus 2 légendes du triathlon qui sont là aujourd'hui. Alors, un habitué, c'est Olivier Marceau, qui est habitué de cette épreuve. Chaque année, on le retrouve sur la distance M. Mais moi, il y a longtemps que je n'ai pas vu Cédric Fleurton prendre un dossard. Alors bien sûr, les anciens se souviendront de cet athlète qui brillait sur toutes les distances où il se présentait. Eh bien, il a remis un dossard. Il pratique plus le trail, mais il a remis un dossard. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il fait plus de trail. Tout à fait. Donc il sera présent et on essaiera d'avoir quelques informations et les suivre tout au long de cette édition 2025. Alors il est 57, quasiment on est à quelques minutes maintenant du départ. Les élites, vous les voyez, élites femmes et élites hommes partiront en même temps, s'avanceront sur le plan d'eau, auront donc une ligne qui leur permettra entre les 2 bouées d'aller se positionner derrière ces bouées et au coup de pistolet, au start, ce sera un départ commun entre les pros et les amateurs qui eux s'élanceront derrière, donc avec quelques avec un peu d'élan parce qu'ils auront cette fameuse rampe que vous voyez et ensuite ils partiront en rolling start, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de fluidité, de confort, d'étirer les pelotons. Et je dirais que cette technique mise en place d'ailleurs par le circuit Ironman a fait ses preuves et maintenant se développe partout. Il y aura toujours des gens qui préféreront le mass start, les anciens en l'occurrence, mais oui. Moi y compris, je préférais les mass start, je trouvais ça plus impressionnant, mais les départs comme ça permet de rendre le triathlon plus accessible à plus de personnes et ça reste tout aussi spectaculaire pour beaucoup de triathlons, je trouve ça très très beau aussi. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête, là, Erwan, quand on est comme ça à quelques minutes là? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que là ils sont concentrés, ils pensent un petit peu à gérer leurs efforts parce qu'ils savent que l'Alpe d'Huez ça va être un beau morceau. La natation entre guillemets c'est la seule partie de la journée où il va faire un petit peu frais, donc il va falloir c'est pas une partie très décisive je pense pour faire des gros écarts, mais c'est important quand même de bien rester placé et de pas laisser partir trop de gens devant si on essaie de jouer un classement en tout cas. C'est ça. Effectivement, rester au contact. Alors, on verra et on pourra le décrire parce que ça arrive sur toutes les éditions et surtout sur tous les triathlons. Cette technique qui est utilisée, où on nage finalement dans les pieds de celui qui vous précède à l'aspiration, chose qui évidemment est technique, est interdite sur la partie vélo. On en parlera tout à l'heure. Mais là, en natation, c'est vrai que c'est utile. C'est très utile. Voilà. Je suis très bien placé pour le dire. On est vraiment mieux dans les pieds. D'autant que si on a réussi à reconnaître un peu la personne qui nage devant, on peut lui faire confiance ou non pour les trajectoires, etc. Et c'est très important de pouvoir nager un petit peu en arrière et de pas forcément avoir besoin de chercher les bouées, chercher la trajectoire. On peut faire confiance à la personne qui est devant et c'est vraiment plus reposant. C'est un vrai avantage d'être derrière. Eh bien, écoutez, on va pouvoir vous décrire tout ça quand on le verra en image. Vous voyez ce magnifique panorama donc du site de qu'on peut appeler le site évidemment du lac du Vernet, la T1, cette transition 1 où les triathlètes se transformeront de nageurs en cyclistes en quelques minutes, quelques secondes pour les plus rapides. C'est un passage important cette transition. On vous la décrira tout à l'heure parce que si vous découvrez un petit peu le triathlon et on vous remercie de nous retrouver sur ce live qu'on peut avoir bien sûr
sûr sur la page Facebook de l'Alpe Triathlon et puis également sur YouTube. Eh bien, on essaiera de vous décrire tous les petits détails justement de cette pratique du triathlon. Allez, on lâche les élites qui vont pouvoir aller se positionner. Vous voyez la petite bouée que sur la gauche, eh bien c'est 2 bouées, il y en a une à gauche, une à droite. Les triathlètes élites vont aller se positionner en alignement de ces 2 bouées en attendant donc le coup de start qui va les libérer sur cette distance de 1500 mètres. Là aussi, l'objectif c'est de trouver la bonne position, le bon positionnement, se mettre derrière celui qu'on considère comme le bon nageur. Il y a la bonne position par rapport à la trajectoire de la bouée qu'on voit en face, bien sûr, mais il y a aussi l'emplacement à côté des jambes, parce qu'il y a beaucoup de monde, on risque de prendre plus de coups. Trouver les bons pieds, entre guillemets, d'une personne qui nous correspond bien sur l'allure. Ça sert à rien de partir avec des gens qui partent trop vite si on peut pas les suivre, quoi. Et on voit les amateurs derrière, effectivement, qui ont envie également d'en découdre et aller se positionner aux avant-postes parce qu'ils savent que dès qu'il y aura le start pour les élites, il y a le start pour tout le monde. Voilà, la course est lancée, l'édition 2025 Triathlon de l'Alpe d'Huez, distance EM. Donc les bouées seront à contourner main droite, c'est un grand rectangle, on va appeler ça comme ça, cette figure géométrique qu'il faudra donc réaliser. Et température de l'eau, hier, j'ai pas eu la température de l'eau cet après-midi. Hier, elle avait été donc indiquée à 16 degrés. On peut considérer qu'elle soit à peu près, voire un petit peu plus élevée aujourd'hui, mais entre 16 et 17 degrés. C'est à peu près les températures qu'on retrouve. Premières éditions beaucoup plus basses. C'est ce que j'avais en souvenir. Ouais, pour l'avoir couru moi en 2009. 2010, on était aux alentours de 14-15 degrés. Alors c'est vrai que cette différence de 2 degrés est importante. Parce que là, ça change tout, parce que le ressenti est terrible. C'est au niveau du souffle. Le souffle, l'étau au niveau de la tête, donc cette pression par le froid qui vous saisit et qui, alors je parle évidemment en tant qu'amateur, on n'excelle pas forcément sur cette partie natation, et c'est vrai que le stress, la température relativement basse, ça rajoute de la complexité et de la difficulté. Ça rajoute plein de petits détails un petit peu compliqués. Quand on sort de l'eau, après on a les mains gelées, les pieds gelés, pour enfiler les chaussures, le casque et tout est un petit peu plus compliqué, et même on a le cerveau un peu gelé, et c'est un petit peu moins facile de réfléchir à des petits trucs rapidement. Donc ça facilite pas la chose, et ça peut aussi être une belle débauche d'énergie si on n'arrive pas à se réchauffer derrière, c'est compliqué, surtout que ça part vite. Là, ça part vite. Erwan, on le voit effectivement. On parlait de Léo Abdetselam, donc sociétaire donc du club de Saint-Jean-de-Mont, un garçon qui court en D1, qui a l'habitude de ce type d'épreuve avec des départs ultra rapides, et ce garçon arrive de la natation en eau libre. C'est ça. C'est un très très bon nageur, même en D1, il fait partie de l'élite de ce qui se fait en natation. Alors même si je pense qu'il a un petit peu relâché la natation par rapport à ces années-là, mais un nageur, ça reste un nageur, et je pense que c'est lui qui est en première position. C'est assez beau à voir. Ça va vite, on voit effectivement, et que derrière, comme on l'expliquait précédemment, on essaie de prendre les pieds, ça va se mettre en ligne, et là il y a quand même du boulot, parce que même si on essaie de prendre les pieds, ça veut dire que derrière il faut s'accrocher, on regarde juste ce qui se passe devant, et on met le plus gros rythme possible. C'est ça, surtout que c'est un athlète qui vient de la D1, du coup ça reste quand même des formats où c'est un peu dans ce qu'ils ont l'habitude de travailler à l'entraînement. Il ne faut pas leur laisser non plus une trop grosse avance, parce que même si le parcours vélo il est un peu plus long que ce qu'ils ont l'habitude de faire, et que évidemment ça monte, c'est pas très très bon d'avoir ce genre de personnes à l'avant de la course trop longtemps. Vaut mieux les avoir un peu en ligne de mire. Et surtout qu'à pied, ça risque pas de trop ralentir non plus. Ça reste des distances très similaires à ce qu'ils ont l'habitude, et c'est très costaud. Et d'ailleurs, on voit celui qui est en deuxième position, qui finalement ne regarde pas du tout. Il est à côté, il lève pas la tête. Il fait confiance. Voilà, il fait confiance. Et vous voyez en incrustation donc le travail de l'homme de tête, pour l'instant la tête de la course. Et puis derrière, ce long cordon de triathlètes qui va pendant maintenant quelques minutes se positionner sur toute la première partie. Je dirais que, à mon avis, ça va s'étirer sur la première partie de cette natation. C'est une seule boucle, les bouées seront à contourner main droite, d'accord, donc on est dans les sens des aiguilles d'une montre, c'est quelque chose de logique. Là aussi, c'est particulier, parce que parfois certains triathlètes préfèrent quand les bouées sont à droite ou à gauche. Ouais, je sais pas, moi ça m'a jamais posé de problème. En triathlon, d'une course à une autre, ça change. Quand on respire qu'à droite,
si les bouées sont à gauche, ça nécessite un. Ouais, alors. Mais oui, mais vous, à mon niveau, entre guillemets, je me suis jamais posé trop la question. Parce qu'on voit chez les amateurs, des amateurs qui ont du mal déjà à lever la tête régulièrement, qui ont du mal à se diriger et qui se retrouvent, au lieu d'avoir 1 km 500 ou 1 km 550, ils se retrouvent avec 1600 mètres ou 1650 mètres parce qu'ils vont à droite, ils vont à gauche et finalement la ligne droite n'est pas respectée puisque c'est la ligne la plus rapide, c'est la ligne droite. Donc tout est en place sur ce début de course. On a vu effectivement les tout meilleurs aux avant-postes derrière. Ça va essayer de tenir. Nous, on va rester évidemment en image, mais une petite respiration, une petite pause et on se retrouve juste après. Eh bien nous voici de retour sur le direct live de l'Alpe d'Huez, distance M, 1 km 500 de natation dans le lac du Vernet, 28 km de vélo avec évidemment la mythique ascension et les 21 virages de l'Alpe d'Huez, et ensuite pour terminer et devenir finisher entre guillemets de cette épreuve, eh bien il faudra courir les 6 km 400 avec encore un peu de dénivelé. Pour l'instant, l'ensemble des triathlètes et les élites ont contourné la première des bouées, donc la plus éloignée de ce circuit, de ce grand rectangle, cette forme géométrique qu'il va falloir contourner par la droite. Et on voit avec à mes côtés Erwan Jacobi pour disséquer, analyser, nous donner tous les petits détails, qu'on a déjà un groupe de 3 triathlètes qui se sont légèrement extirpés du groupe. Ouais, un petit groupe de 3, il y en a un qui est un tout petit peu juste derrière, un quatrième quelques mètres derrière, mais ça doit être 3 très très bons nageurs qui ont réussi à s'échapper un petit peu à l'avant. Alors on a parlé évidemment des supposés meilleurs nageurs avec Léo Abdeselam, donc qui a couru et qui court en D1, donc forcément avec des aptitudes et surtout ancien nageur d'eau libre et très très bon nageur. Et puis on pourrait forcément ou peut-être retrouver également Igor Dupuis qui aux couleurs de Sainte-Geneviève court aussi avec sur la D1 et qui a des prétentions, je dirais, au moins dans cette première partie natation. Alors on aura tous les détails et vous avez la possibilité, en plus des images, si vous allez sur le site de l'Alpe d'Huez Triathlon, d'aller télécharger ou plutôt d'aller sur le site et sur le live, vous avez live en direct avec toutes les références chronométriques puisque chaque triathlète est donc équipé d'une puce qui est attachée à cheville gauche et qui permet à chaque passage des tapis et de détection d'avoir une remontée chronométrique et ainsi vous pouvez suivre en tapant le nom de votre athlète, vous pouvez suivre donc les avancées et les classements de votre papa, oncle, tante, votre grand-mère, s'il faut, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, nous suivrons le direct pour les élites avec ce process chronométrique. Magnifique vue, Erwan. C'est impressionnant. Et on voit effectivement les élites qui sont partis avec quelques mètres d'avance sur les amateurs. Alors forcément, ça va s'étirer pendant des centaines de mètres maintenant. On peut parler de centaines de mètres. Mais les élites, eux, déjà vont contourner la bouée la plus éloignée. Et c'est déjà le retour. C'est déjà le retour. Vous voyez qu'on contourne cette bouée très rapidement. Et ensuite, on va lever la tête rapidement également pour trouver la meilleure des trajectoires. Parce que là, quand on tourne autour de cette bouée, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de bouée intermédiaire. Il n'y a pas de bouée intermédiaire, mais il trouve rapidement un point de repère. En général, c'est dans le paysage derrière qu'on trouve un repère plus facile pour s'orienter. Les bons nageurs, ils le prennent une fois et après, quand c'est une ligne droite comme ça, ils l'ont pour longtemps. Surtout qu'ils ne sont pas très nombreux, du coup, il n'y a pas de bagarre de placement dans le groupe. Ils vont pouvoir tirer tout droit sans aucun problème. Ça se bagarre aussi les élites? Oui, là ils sont pas suffisamment nombreux en tout cas dans le groupe. Mais jamais il y avait, je sais pas, un peu plus de densité. Oui, bien sûr. Ça se bagarre. Chacun veut sa place, chacun veut. On essaie de faire sa place, d'avoir aussi le bon placement dans les pieds ou dans les hanches pour ceux qui préfèrent être un peu dans les hanches. Forcément ça se bagarre un petit peu au passage de bouée. On est des grands gaillards, donc on essaie de se faire sa place, prendre la trajectoire la plus courte.
Et des fois, bah ouais, ça chamaille un petit peu, mais rien de méchant, hein, mais il faut savoir s'imposer un petit peu quand même. Alors là, est-ce qu'on peut donner un peu de détails voilà, sur le travail des bras, sur la propulsion? Il n'y a pas tellement de battements de jambes. Hein. Non, bah ça, Ouais. je pense qu'il est un petit peu en aisance et qu'il n'a pas besoin de forcer le destin. Hein. On voit que les deux nageurs devant, ils mettent juste le minimum de jambes possible pour pouvoir bien glisser. Mais devant la technique, je vais pas leur apprendre comment nager. Hein. Ils font ça bien mieux que moi. Et non, c'est parfait. Hein. Non, leur but, ça va juste être de sortir avec une petite avance confortable, pas forcément de creuser des gros écarts, ça sert à rien, ils vont se fatiguer pour pas grand chose. Vaut mieux sortir en étant frais et pas avoir fait de surplus, on va dire, pour rien. Là, ils vont sortir un petit groupe, ça sera déjà très très bien pour eux, ils auront une belle avance quand même à la sortie de l'eau. Et l'intérêt, c'est peut-être de ne pas partir tout seul d'ailleurs. Sauf si on est un gros rouleur. Sauf si on est un très gros rouleur. Mais là, je pense qu'ils sont entre athlètes, on va dire, du court distance. J'ai pas réussi à repérer le 2 et le 3 exactement qui ça pouvait être, mais je pense que c'est toujours un petit point de repère sur le plat. En plus, c'est une partie en faux plat descendant un petit peu, donc c'est toujours sympa d'avoir une personne avec qui rouler pour pas savoir si on roule soit trop vite, soit pas assez vite. Après, dans la montée, je pense qu'ils prendront tous plus ou moins leur rythme. Ils vont pas avoir trop le choix, de toute manière. Mais sur le plat, ouais, c'est plus facile d'avoir une personne, surtout quand c'est des athlètes du court, d'avoir quelqu'un avec qui rouler, entre guillemets, à distance, bien entendu, effectivement. mais d'avoir un point de repère, c'est toujours intéressant quand même. Donc voilà, 12 minutes 30 de course, que le départ a donc été donné sur cette distance EM. On vous rappelle 1 km 500 de natation, 28 de vélo et 6 km 400 de course à pied pour boucler cette édition 2025, 1800 partants. Donc toutes les épreuves depuis le début de la semaine ont affiché complet. C'est une grande et belle réussite. Hein. Donc Laurence et Cyril, neveux et toute leur famille, parce qu'on peut ici parler d'une famille. Hein. C'est les mêmes qui reviennent chaque année. Même si le staff doit se grossir, hein, c'est plus de 450 bénévoles. Tout au long de on peut pratiquement parler d'une semaine parce qu'il y a le montage, il y a la semaine, il y a les 4 jours, je dirais, d'épreuve. Et puis ensuite, il y a tout le démontage. Donc c'est un travail de logistique assez phénoménal. Et aujourd'hui, c'est vrai que le triathlon de l'Alpe d'Huez est vraiment complètement intégré dans le calendrier de beaucoup de triathlètes et beaucoup de clubs également. Parce qu'on se déplace, voilà, on se déplace en club, on vient préparer ou faire la mi-saison ici à l'Alpe d'Huez. Je pense que c'est une des raisons aussi, parce qu'il y a l'accueil, il y a, je dirais, le site qui est assez exceptionnel. On vient s'oxygéner. Enfin, moi qui arrive du niveau 0 de la mer, venir ici pendant 4-5 jours, ça fait pas de mal quand même. Un paysage à vous couper le souffle. Et j'ai même envie de rajouter, on a quasiment eu les 4 saisons depuis dimanche dernier. Lundi, dimanche, très froid, du vent. Lundi, c'était encore très moyen. Mardi, ça s'est amélioré. Hier, c'était génial et parfait au niveau de la température et puis du climat en général. Et puis aujourd'hui, c'est encore mieux parce qu'on est en t-shirt. Hier, j'étais pas en t-shirt, mais aujourd'hui, il fait bon. Là, il fait très très bon. Donc, je pense que pour la distance M, c'est parfait. Ça va être beaucoup plus court. Ils auront suffisamment chaud dans l'ascension. Parce que quand même, la température corporelle va bien monter. La seule partie qui est fraîche, c'est là. C'est sur la natation. C'est le moment tout petit peu agréable, entre guillemets, d'avoir un peu frais, pas de surchauffe. Normalement, c'est agréable. En plus, ils nagent pas non plus très longtemps. Donc, entre guillemets, c'est pas le temps d'avoir une hypothermie où normalement, ils sont plutôt bien. Puis quand ils sortent, il fait soleil. C'est important aussi. Alors quand ils sortent, il va faire soleil. De toute façon, la température est parfaite dans ce lac. 75 hectares, hein, le lac du Vernet, 2 km 200 de long, 300 mètres de large, 725 mètres d'altitude. Lac artificiel, hein, on va le rappeler, hein, par barrage de Remblai. C'est un barrage qui a été construit en 1979, entre 79 et 84. Hauteur de 44 mètres, c'est un volume de 1 550 000 mètres cubes, vous imaginez un peu, avec une puissance de 1800 mégawatts, voilà, posée sur la rivière d'eau Dole, utilisé comme stockage d'énergie. L'eau descend en journée dans les centrales et les nuits également. Les turbines remontent cette eau pour consommer la surproduction des centrales nucléaires. Et il faut rappeler également à donc cette description que la natation est interdite en dehors du triathlon. Ça, c'est une spécificité, une autorisation assez exceptionnelle pour l'organisation et pour les triathlètes. C'est une eau cristalline, c'est assez exceptionnel. Transparent. C'est ça, exactement. D'ailleurs, ça se voit sur les images que l'eau est très très propre, très très belle. On voit qu'à travers les caméras sous l'eau. On peut presque boire la tasse sans être malade, théoriquement.
Il y a des endroits où je préférais moins la boire qu'ici en tout cas. Mais c'est vrai qu'ici, c'est assez exceptionnel. Alors, on est souvent un petit peu inquiet, c'est la température, voilà, etc. Mais je dirais qu'une fois qu'on est parti au bout de 100 mètres, 150 mètres, ça y est, hein, c'est parti. Et puis, c'est pour tout le monde pareil. C'est ça. Après, on a tous plus ou moins de la résistance à la température, mais je dirais que 16 degrés, ça reste la température, on va dire, qu'on a sur la plupart des triathlons en eau libre. C'est la moyenne. Alors, c'est frais au début, mais si on a fait un bon échauffement, et puis après quelques mètres, en général, on n'y pense plus trop. En dessous de 16, ça commence un peu à se compliquer. Je précise d'ailleurs, et je rebondis sur ce que bien s'échauffer. Oui. Trop peu de triathlètes s'échauffent. Bah ouais, c'est important pour la performance et même pour le corps, hein, parce qu'effectivement, on va rentrer dans une eau fraîche quand même. Donc, pour pas faire un choc un peu thermique et tout, il faut préparer un peu le corps. Si on a l'occasion de se mouiller un petit peu pour éviter aussi de choquer un peu le corps, hein, vaut mieux se mouiller un petit peu, prévenir un peu le corps de ce qui va se passer, et c'est toujours plus agréable de s'échauffer un petit peu avant de partir dans une eau fraîche comme ça. Allez, 17 minutes de course dans quelques secondes. Le final pour la tête de course avec ce 1500 mètres de natation qui va être avalé par 3 triathlètes qui se sont détachés. Ah ouais. Et on a vu la vue aérienne, on a vu déjà un bel écart. Ah oui, voilà, l'écart il est déjà conséquent. Hein. Et puis on a pu voir des vidéos de la natation sous l'eau qui sont très très belles, et on peut se rendre compte. On les voit derrière. L'écart est déjà. Allez, ça sort. 3 triathlètes, cette bonne petite rampe montée essentiellement et surtout spécifiquement pour la sortie de l'eau. Et nos triathlètes qui vont rejoindre Erwan, leur emplacement. C'est ça. Alors dès qu'on aura effectivement les informations nominatives, on pourra vous donner donc plus de détails sur cette transition T1 avec les triathlètes donc qui vont remonter. Vous avez vu, ils ont baissé la partie haute de la combi. Là on regarde derrière un petit peu pour faire le point. Ils prennent un peu de temps sur l'arrivée à leur vélo. Ils commencent à enlever un peu la tenue. On ne s'est pas trompé, donc confirmation effectivement avec Léo Wabzet Selam, et le deuxième c'est Igor Dupuis. Donc voilà, on ne s'était pas trop trompé. Et Antoine Vautier. Voilà, en 3e position pour Poissy Triathlon. Donc on a Saint-Jean-de-Mont en tête et 2 Pissiaquet, 2e et 3e position. Et ensuite, écoutez, c'est Esteban Bringer qui double parce qu'il était hier sur le long. Et puis le tenant du titre, Mikel Arrasate, l'Espagnol. Non, qu'on n'a pas encore vu sortir. Autant pour moi, je pensais qu'il était là, mais non. Alors Esteban, il a fait la course hier, mais il a eu un problème, il a crevé en vélo, donc il n'a pas fait la course à pied. Je crois qu'il a fini même l'Alpe d'Huez, il est rentré accompagné, donc il n'a pas fait l'Alpe d'Huez. Ça lui enlève une épine du pied quand même. Complètement. Mais c'est quand même déjà courageux de faire les deux. Et on a Léon Chevalier aussi, qui a pris le départ et qui lui a fait tout le parcours. Wabzet Selam, Léo, on l'a annoncé depuis le début, il est bien présent, les couleurs de Saint-Jean-de-Mont aux avant-postes, et tout de suite un bon coup de cul, comme on dit, pour sortir. Un bon radar. Un bon radar pour sortir de cette ère de transition. Ouais, c'est un radar qui fait vraiment mal aux jambes. Et la première féminine avec son bonnet jaune. Alors, qui va sortir de ce plateau féminin donc en tête? Écoutez, dans quelques secondes, nous aurons cette remontée également chronométrique, puisque chez les filles, il y a un petit plateau sympa, une dizaine d'athlètes qui se sont engagés dans cette... Martha, peut-être? Peut-être Martha, effectivement. Martha Sanchez, l'Espagnole, qui a terminé 2e des championnats d'Europe moyenne distance en 2024. 2e l'Afrique du Sud. C'était sur l'Ironman. Ouais. Et oui, avec la meilleure performance également sur l'Ironman de Barcelone, chez les féminines. Elle est ici aujourd'hui. Donc voilà, une féminine à surveiller. Alors derrière les garçons, on a eu Quentin Criado également, Robin Sublon, Mikel Arrasate, l'Espagnol, qui est sorti, le tenant du titre, en 8e position. Michael Rallert. C'est le... Exactement, qui est sorti en 9e position. Il faudra le surveiller en vélo. Pau Nogueira également. On a, pour l'instant... Donc c'était bien Martha qui est sortie en tête de l'eau. C'est Martha qui est sortie en tête. Bon, voilà, très bien, effectivement. Martha Sanchez Hernandez, première à sortir de ce kilomètre 500, déjà la 2e féminine. Donc on est avec... Ça c'est Martha. Avec Martha, effectivement. Vous voyez qu'on arrache la combinaison néoprène. Alors de plus en plus d'athlètes avec les manchons, Il y a beaucoup de manchons qui sont plus forcément ce qu'il y avait avant, des manchons de compression. Maintenant, c'est plus des manchons aéro. Alors je te coupe parce que c'est ce que j'ai expliqué hier. Je me suis vite fait reprendre de voler parce qu'on m'a dit non, c'est plus effectivement pour l'apport aéro.
Ah, c'est clairement pour Ah ouais, les héros. C'est clairement pour les héros. La deuxième femme qui sort, c'est une pichiaquaise, si j'ai bien vu. Et oui, avec eux, donc c'est Elena pour la Herthe, pour les couleurs de Poissy. On l'avait annoncé tout à l'heure, hein. 4e des championnats de France, distance sprint, hein, en 2024, Elena. Et puis en 2019, elle fut championne d'Europe relais mixte. Et voilà donc maintenant, effectivement, les amateurs, les féminines, bonnet jaune. Deuxième dossard numéro 15. On vient de voir passer Léon Chevalier qui vient de sortir, qui est en train de faire sa transition. Et Marta Sanchez, l'Espagnole, qui elle est déjà partie avec son dossard numéro 17 et un vélo contre la montre. Voilà, pas de vélo spécifique route. Alors tu expliquais, ouais, effectivement, pour la... Ouais, donc les manchons héros, en tout cas pour les élites, la plupart du temps, ça sera des manchons héros. C'est plus trop pour la circulation sanguine, c'est vraiment des manchons que pour les héros. Et c'est des manchons très légers, avec un textile qui est plus aérodynamique que la peau, du coup. D'accord. Voilà. Allez, on signale aussi Cédric Fleurton est sorti 15e. Hein. C'est un bon nageur, Cédric. Il a fait pas mal de courses de swimrun, des eaux de kilo, etc. Si je me souviens bien. Donc il sait nager, sans aucun doute. Allez, la 3e féminine, on a Chloé, l'Espagnole, Chloé Serra Jodin. Voilà nos 3 féminines. Allez, on rappelle le meilleur nageur sur ce premier tiers de triathlon, Léo Wabselam. Les couleurs de Saint-Jean-de-Mont aux avant-postes, mais suivi comme son ombre par Antoine Vautier, qui a remporté cette année le triathlon de Deauville, distance M. Donc là, ça roule très très fort là. Hein. C'est la partie vraiment plate. Je sais pas s'ils ont vent de dos ou vent de face, mais quoi qu'il en soit, c'est une partie plate, voire en léger faux plat un tout petit peu après, Ouais, descendant. Il a regardé derrière, hein, il fait un peu l'état des forces en présence. Alors on parlait d'Antoine Vautier qui également cette année a remporté la médaille d'argent sur le championnat de France d'aquathlon. C'était du côté d'Angoulême, il me semble, les championnats de France. Voilà un garçon que j'ai vu à 2 ou 3 reprises. Il est également sur le triathlon de Nouâtre pour les 40 ans. Allez, la première féminine, on vous parlait de Marta, eh bien vous l'avez, Marta Sanchez Hernandez, qui a participé également au T100, un triathlon World Tour à Singapour, elle était à San Francisco. Et vous voyez, en incrustation, les distances restantes, un 28 km 600. Voilà, virage à droite, et là, au bout, ça va tourner sur la gauche. La grande descente, ça va aller vite. Hein. Là, ça va aller très vite. C'est vraiment une partie faux plat descendant. À partir du pont, là, ça descend un petit peu. Et après, jusqu'au pied de l'Alpe, il faut justement pas 3 mètres, parce que c'est tentant, c'est tout plat. Il faut garder un petit peu un coup de pédale, parce qu'on va passer d'un braquet où on va être justement tout à droite, et on va passer tout à gauche. Et c'est souvent pas très agréable au niveau des jambes, ce genre de changement de cadence. Et Léo avec un vélo classique. Ouais. Allez, on va se retrouver après une petite respiration. Retour sur le direct, l'édition 2025, la distance M, l'Alpe d'Huez, la natation pour les élites est terminée, qui sont déjà partis bien sûr les 28-29 km de vélo, sortis en tête. Donc il était annoncé comme grandissime favori sur cette partie natation, le sociétaire de Saint-Jean-de-Mont, Léo Wabselam, suivi d'Antoine Vautier de Poissy Triathlon et d'Igor Dupuis également du même club, donc de Pissiaquet, donc aux avant-postes, accompagnant Léo. Chez les féminines, l'Espagnole qui faisait également partie des grandissimmes favorites dans cette partie natation, eh bien Marta Sanchez Hernandez est sortie en tête, suivi de quelques secondes, une petite minute, même pas une minute, hein, on va dire 30
33 ou 34 secondes. Elena Polaert pour Poissy Triathlon. Et en troisième position, c'est Chloé Serra Jodin, l'Espagnole. En quatrième, on va continuer d'ailleurs avec Ena Zender et Marit Vandenberg. Voilà pour le top 5 chez les féminines. Et Juan, de retour maintenant au direct avec, c'est Léo qui mène la danse. Pour l'instant, personne derrière. Par rapport aux images que nous avons. Aux images, on n'a pas les. Ben voilà. Ça, c'est pas Léo. Hein. Ah, c'est pas Léo, c'est pas Léo. Non, ça c'est le dossard numéro 8. On est avec Esteban Bringer, qui était sorti bien positionné également. Hein. Esteban Bringer qui était sorti en quatrième position. Alors, il a un petit débours d'une trentaine de secondes, mais. Deuxième homme. Ouais, donc c'est qu'il a déjà bien récupéré son retard. Il a dû faire soit une très belle transition et qu'il a dû passer le petit pétard à la sortie du parc, bien appuyé. Donc, eh bien pour l'instant, Antoine Vautier et Igor Dupuis, qui étaient sortis 2 et 3, sont relégués à la 3e et 4e place. Pour l'instant, on parle au conditionnel parce que peut-être que derrière ça s'est regroupé. À noter également que Léon Chevalier donc est sorti 20e, c'est ça ? Il est 20e à la T1, un tout petit peu moins de 4 minutes, 3 minutes 30 environ. Alors c'est beaucoup et à la fois c'est pas grand chose quand on connaît le personnage, mais dans l'Alpe d'Huez il faudra faire attention à lui, je pense qu'il peut vite récupérer son retard, il a l'expérience aussi de la durée donc... Alors hier, il faut dire qu'il a animé, je dirais, 60% du vélo. Hein. Ah oui. Il a vraiment roulé très fort hier. Il était accompagné par Niklas Ludwig l'Allemand, qui est resté d'ailleurs à distance, qui n'a pas pris une seule fois la tête de la course, et il est resté à distance. Et puis dans le col d'Ornon, on a vu, si on fait un petit focus sur ce qui s'est passé hier, parce qu'on fait la transition avec Léon, eh bien, donc le Norvégien Dion Brevold qui a fait et qui a fourni son effort et qui a lâché tout le monde après le col d'Ornon et qui a confirmé sa suprématie dans l'Alpe d'Huez. Allez, la tête de la course avec le premier homme, Léo Wabdet Selam de Saint-Jean-de-Mont. Ils ont fait un peu plus de la moitié de la ligne droite, on va dire, pour arriver au pied. Et hier, ils avaient un vent favorable. D'ailleurs, ils nous ont tous dit qu'effectivement, c'était très agréable et fort confortable dans le col d'Ornon d'avoir ce vent qui les poussait. Ouais. Là, j'arrive pas à voir du tout. Je vois pas de drapeau ou de trucs qui volent sur la route. Pas facile à... Si on peut se fier, ça peut. Ouais. J'ai l'impression que ça peut pousser un petit peu, mais je voudrais pas dire de bêtises. Donc, on va dire qu'il est favorable, mais ouais. Alors, t'as Sanchez, la première féminine, l'Espagnole. Athlète du longue distance, hein, donc pareil, de l'expérience, elle va bien gérer son effort. Et ouais, c'est quelqu'un à suivre, en tout cas. Quelqu'un à suivre, quelqu'un d'expérience également, même si elle est sur de la courte distance M, restons avec le terme approprié. Malgré tout, ça peut aller très vite également pour cette Espagnole. Elle l'a prouvé sur la natation en étant sortie devant la Piciaquez. Et voilà le positionnement, vous voyez, avec ce plan. Donc qui décrit le parcours et ces quelques kilomètres qui vont permettre à tous ces triathlètes de bien se mettre en jambes avant la montée de l'Alpe d'Huez, les 21 virages, plus de 1100 mètres de dénivelé en 21 virages. Et forcément, alors c'est un col qui effectivement est très difficile dans sa première partie, avec les 2 premiers kilomètres et on connaît les 2-3 premières rampes, jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde, c'est pas un bon moment. Hein. Voilà, c'est pas un bon moment du tout, effectivement. Et ensuite, on va pas dire que c'est plus facile, mais c'est moins difficile. C'est juste un peu moins dur. Non, mais c'est vrai que jusqu'à la garde, les virages sont très raides. Et c'est pas toujours, et comme je disais tout à l'heure, c'est pas facile de passer d'un braquet où ils sont presque tout à droite et ça tourne fort les gens, mais le braquet il sera pas le même du tout dans les 4 premiers virages de l'Alpe. Et c'est là où c'est très dur et c'est pas du tout confortable musculairement de passer d'un braquet à un autre. Après, ça va être un peu plus facile de trouver son allure, sa cadence. Là, ils vont être tout à gauche pendant 4 virages et c'est dur. Et alors, on me confirme que concernant le vent, on se posait la question, ils ont vent de face. Vent de face ? Ouais, ils ont vent de face. Donc, contrairement à ce qu'on pouvait nous peut-être imaginer par rapport aux oriflammes qui flottent à la T2, à la transition à l'Alpe d'Huez, donc vent de face, donc forcément c'est pas du tout la même situation. Alors un vent qui, s'il est de face, qui est forcément un petit peu moins gênant peut-être dans le col, mais malgré tout... Dans le col ils l'auront coté entre guillemets parce que... Mais en tout cas de là j'ai du mal à comprendre comment il peut être de face en bas. Mais effectivement, on va
faire confiance aux informations. Donc. Confiance. Alors le prochain pointage chronométrique que nous aurons, et ça sera intéressant de voir justement chez les garçons comme chez les filles, eh bien c'est au pied de l'Alpe tout simplement, grâce donc comme je vous expliquais à la détection chronométrique et les puces qui sont donc équipées. Chaque triathlète a une puce électronique qui nous permet, commentateurs, mais vous également, si vous allez sur le site de l'Alpe d'Huez, eh bien vous allez sur le live, course en direct, et vous pourrez assez facilement donc vous pourrez suivre vos athlètes et la tête de course bien sûr. Allez, la vitesse qui est indiquée, regardez, malgré tout, 45-47 km/h. Je pense pas qu'ils ont vent de face, ouais, il ne roulerait pas à 50 km/h. Tout le respect que j'ai pour lui. Oui, surtout avec un vélo de route. Un vélo de route, c'est pas... Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, on aura le retour tout à l'heure, ils nous expliqueront tout ça. En tout cas, ça roule très vite. 33 minutes de course, on flirte avec, ça y est, les 48 km/h. Ça va très vite, ouais. C'est vent. Le vent doit être favorable, mais ce qui explique le positionnement du vent que nous avons. En tout cas, très faible, en tout cas, parce que cette allure-là, vent de face, il faut être costaud. Hein. Et vous voyez ce positionnement entre le premier homme et la première féminine, hein, ils sont toujours dans la vallée. Donc ils remontent sur Bourdoisan. Ouais, Léo qui arrive bientôt à l'entrée de Bourdoisan avant de tourner à gauche. Voilà cette ascension mythique de l'Alpe d'Huez, 13 km 800, 1120 de dénivelé, une moyenne à 7,9%, maximum 13%. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, si on le décrit un petit peu, on a effectivement ces premiers virages du kilomètre 1 à 2. C'est une moyenne de 9 à 10% sur les premiers virages. Virage à la garde, ensuite ravitaillement, 2-3 km. Et entre le virage 6 et 7, la fan zone. Et hier, la fan zone, c'était le délire. Et a priori, aujourd'hui, ça va être pire. Et tant mieux, parce que ça va être l'ambiance. Je pense qu'on aura des images tout à l'heure, grâce à la réalisation, des images de cette fan zone qui va nous permettre de vivre également, par ce retour d'image, cette ambiance qui doit être assez fabuleuse. La fan zone qui est située, pour pouvoir, si jamais d'autres personnes veulent la rejoindre. Entre le virage 6 et 7. 6 et 7. Du début ou de la fin? À partir du début Bonne question. Je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Parce que 6 et 7, c'est après la garde, ou alors si c'est le sommet, c'est plus ou moins le virage des Hollandais. C'est après la garde. Ah, 6 et 7, en tous les cas, c'est plus ou moins vers le milieu, mais... Ouais, c'est ça. Parce qu'on prend les télésièges, d'ici, on descend. On descend, mais là, ça nous fait arriver au virage 4, 5, je pense. Ouais. Donc, si quelqu'un a l'info... Ouais, on pourrait avoir ce retour. L'édition 2024 qui, je vous rappelle, a été remportée chez les féminines par Salomé de Barthez, la française, et chez les garçons, Mikel Arrasate, l'espagnol, présent une nouvelle fois aujourd'hui aux avant-postes tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il est sorti un top 10, il me semble. Oui. Donc il faudra compter sur ce garçon, parce que l'année dernière, il nous avait amené un spectacle extraordinaire dans la montée de l'Alpe, alors que là, nous avons à l'image Eliana Pollert, la sociétaire de Poissy Triathlon. Ouais, ça sera la bonne occasion à Bourdoisan, enfin au pied de l'Alpe, pour voir les écarts, voir comment s'est passée la première partie de vélo à plat, qui ne voudra pas forcément dire grand-chose pour la suite, mais ça donne une bonne indication de savoir comment s'est passé le début du vélo, qui en a mis beaucoup, en tout cas sur la partie roulante. Après, forcément, il restera une bonne partie déjà en termes de kilomètres, mais surtout en termes de temps dans l'Alpe d'Huez, donc tout peut changer, bien entendu, mais... ça donne une indication en tout cas. Voilà la fan zone, alors on va préciser, c'est après le village des Hollandais, dans Huez, accès à la fan zone grâce à Alpe Express. Voilà, donc c'est ça, donc ils peuvent prendre les œufs pour redescendre, pour encourager tous les triathlètes qui vont monter. N'hésitez pas à y aller. Ah oui, il faut y aller. Et là, on voit tous ces amateurs, parce qu'on parle bien sûr de la tête de la course, avec les images qu'ils nous ont proposées, des caméras qui suivent la tête de la course, et puis des caméras également, comme celle-ci, qui nous permettent d'apprécier tous ces amateurs, qui pour la plupart sont tellement libérés de sortir de ce kilomètre 500, parce que le lac du Vernet, avec son kilomètre 500, forcément, ça inquiète un petit peu. Alors, ça met un peu de stress, parce qu'on n'est pas forcément nageur à la base. Voilà, on joue un peu avec la caméra.
caméra. Et là, on retrouve la terre ferme. Et puis, on retrouve ses esprits. On essaie de faire un petit peu le point et se dire ça y est, ça c'est fait. En général, ouais, ça, Ouais. c'est le plus dur effet, quoi. Enfin, Ouais, le plus on dur, est- non, mais le plus stressant, on va Ouais, dire. c'est ça. On est content. Effectivement, on prend son temps. On va à son vélo tranquillos. Et puis voilà, on participe un peu avec le public. Allez. Nous, en tout cas, on fait une petite respiration. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Retour sur le direct de cette édition 2025 avec la tête de la course, le premier homme. Léo est toujours en tête et il a attaqué la première des rampes de l'Alpe d'Huez. On va pouvoir avoir un pointage puisque la chronométrie nous indique pied de l'Alpe pour Léo, pour les couleurs de Saint-Jean-de-Mont. Et ça va être très très intéressant de voir où se trouve Esteban Bringer qui tout à l'heure était pointé en deuxième position. Ouais. Il est sorti à une trentaine de secondes, donc on ne devrait pas tarder à le voir dans le fond de l'écran. Je crois qu'il est passé, si j'ai bien vu, mais je suis pas sûr. Alors les premières rampes, on y est, ça y est, c'est parti. L'ascension des 21 virages, à un peu plus de 13 km. Léo Abdesselam qui l'année dernière terminait à la 8e place et pour l'instant est en train de mener la danse. Chez les féminines, l'Espagnole Marta Sánchez Hernandez en tête depuis le premier coup de pédale, je dirais. Ouais. Même avant, puisqu'elle est sortie en tête à l'issue du kilomètre 500 de natation, le lac du Vernet qui a accueilli donc les 1800 triathlètes pour le premier tiers de ce triathlon. Et c'est toujours un fabuleux spectacle de voir avec les vues aériennes qu'on a pu voir grâce à la production. Et la réalisation est là pour l'instant. Ça roule aussi très très vite pour Marta qui va se présenter à son tour au pied de l'Alpe dans quelques minutes. Alors, avons-nous Esteban est passé Esteban avec une petite minute de retard sur Léo. Donc Léo a fait une très très grosse partie de plat en tout cas. Alors on peut dire que Léo, expérience de l'année dernière, effectivement l'année dernière où il était sorti donc en tête également, il s'était fait reprendre avant la montée de l'Alpe. Ouais. Et là, mais la configuration de course n'était pas la même, il y avait plus de densité. Il y avait une plus grosse densité. Ouais, ils étaient partis, alors de mémoire je crois qu'ils étaient partis à 4 ou 5, donc forcément c'est pas la même distribution des cartes. Ouais. Là, il est tout seul, il peut gérer son allure. Il a l'adversaire, enfin je sais pas s'il a les infos, je pense qu'il n'a pas encore eu les infos sur les écarts éventuellement qu'il avait derrière, mais une minute ça reste quand même un petit peu confortable. Ouais. Il peut faire les premiers lacets au moins jusqu'à la garde à son allure, c'est déjà bien. Alors, a priori, j'ai une indication, a priori il y aurait une petite erreur de directionnelle de Marta sur le parcours vélo. Ah. Bon là, elle arrive bien sur le rond-point qui va l'amener ensuite, tourne à gauche en direction du pied de l'Alpe. Bon, pourtant les lacets on les voit de loin. Bah oui, voilà. Bon, c'est une information que j'avais. On attendra de voir si effectivement cette information se confirme. En tout cas, elle est toujours en tête. Je me demande si la piste séquence n'est pas juste derrière justement. C'est peut-être ça qui a fait que. Alors pour l'instant, c'est Quentin Criado, Erwan, qui est passé en 3e position. Je vais te laisser regarder un petit peu les écarts. Là, nous avons toujours l'Espagnol qui est à 15 km 300 donc de ce final vélo. Pareil, hein, Quentin, un petit peu moins d'une minute, 45 secondes d'Esteban. Donc, et il y a Pau Noguera qui est passé aussi, qui sont ensemble. Ils sont 3 et 4, ils sont côte à côte. Même ils sont un petit groupe. Antoine Vautier qui est passé maintenant au pied de l'Alpe. Robin Sublon. Ouais, ils sont un petit groupe. Ils sont plusieurs à 2-3 secondes d'écart. Donc ça peut donner une petite dynamique aussi. Dynamique et ça peut être bon comme mauvais. On peut vite se mettre un peu dans le rouge à vouloir suivre une allure qui n'est pas la nôtre. Ah, effectivement. Ouais, donc a priori, effectivement, j'ai confirmation que Marta Sánchez, donc l'Espagnol, se serait trompée, d'où le retour plus rapide d'Elena. C'est pas une distance qui est conséquente, mais c'est toujours un peu désagréable de devoir faire un peu en plus.
Mais Après, c'est ça. elle est toujours en tête. Elle est toujours en tête, effectivement, mais un écart qui va se réduire, forcément. Ouais. On aura le passage au pied de l'Alpe, puisque le 10e chez les garçons, c'est Rémi Dupuis qui est pointé à ce point de chronométrie. Ouais, pareil, entre guillemets, dans le même temps de passage que Quentin. Donc du 3 au 10, on est sur un petit groupe, entre guillemets. Par contre, Erwan, ce qui est intéressant, c'est que l'Espagnol, tenant du titre, est passé aussi dans ce groupe. Et Léon qui est passé aussi. Bon, ils ont toujours un débours avec Léon et Nance Barral. Mais 44-51, il faut que je fasse les calculs pour voir. Mais je crois qu'il est rentré un petit peu en termes d'écart. Sur la tête. Léo Ouabdet Selam. Donc en danseuse, en relance dans ses premières rampes les plus difficiles. Et vous voyez des cyclos là sur la droite qui vont se faire dépasser par ce triathlète qui est en tête actuellement de cette édition 2025 distance M. On retourne et nous revenons avec Marta Sanchez, l'Espagnole, qui n'est plus très loin maintenant. Vous voyez la paroi rocheuse. Voilà, virage à droite et en face d'elle, elle aura le virage à gauche qui va la lancer, si je puis dire, vers la première rampe. Et cette première rampe, quand vous tournez la tête, avec votre vélo sur la gauche, que vous levez les yeux, vous vous dites c'est pas possible. Rien qu'en voiture déjà ça fait mal. Il faut rétrograder. Et en vélo, je vous en parle même pas. Elena Pollert, là, Pissiakaz en deuxième position, qui finalement côte à côte, voilà, qui est juste derrière. Donc bagarre en vue chez les féminines également, avec deux vélos différents. Marta Sanchez avec un vélo contre la montre et Elena un vélo classique. Voilà, c'est je pense leur choix de vélo pas forcément le plus efficace. À chaque fois on dit il y a un débat vélo de route, vélo de contre la montre, mais c'est juste que c'est leur vélo qu'elles utilisent à l'année, je pense. Marta qui vient plus du longue distance utilise son vélo de contre la montre et Elena qui vient de la D1, si je dis pas de bêtises, pareil, elle utilise son vélo sur lequel elle se sent le mieux et ça paraît tout à fait logique. Allez, ils sont à peu près avec la féminine Marta Sanchez qui est passée, ça y est, pied de l'Alpe, 23e position au classement général. Et puis on notera aussi Pelio Soro, l'Espagnol, qui courait hier avec 10 participations à l'Alpe d'Huez, longue distance. Et ben ce matin, il a demandé un dossard. Il a dit ce serait possible que et comme c'est tellement infidèle de cette épreuve qu'on n'a pas pu, l'organisation n'a pas pu lui refuser. Et il est venu faire un petit peu le spectacle également. Ah bah. Ouais, il y a vraiment très très peu d'écart, 35-45. Il y a moins de 10 secondes entre les deux féminines, puisqu'on voit maintenant Elena qui est juste derrière. Et donc Léon qui a perdu un tout petit peu de temps sur la tête de course, sur la partie roulante. Il a perdu une trentaine de secondes, mais il est toujours à 3 minutes entre guillemets de Esteban et du podium. Ce qui est encore tout à fait correct dans l'Alpe d'Huez, de 3 minutes, c'est pas grand chose. À noter, je parlais de Pelio Soro, l'Espagnol, qui est un grand ami de Marta Sanchez. Marta Sanchez, qui, je vous rappelle, mène pour l'instant dans les premières rampes de cette ascension de l'Alpe d'Huez, mais suivie comme son ombre par Elena Pollert pour les couleurs de Poissy Triathlon. Et là, le premier homme, Léo Ouabdet-Selam. On peut se rendre compte du profil. Effectivement, le début, c'est bien noir, un tout petit peu de rouge, mais vraiment ça se ressent pas quand on passe en vélo. Et après ça se aplatit un petit peu, mais ça reste quand même très très dur. C'est vrai que les premiers passages, c'est pas cadeau. Mais en tout cas, Léo, il a l'air d'avoir une bonne cadence. Il a pas l'air d'en faire un peu trop. Le coup de pédale a l'air très très bon. Allez, puis nos Espagnols qui sont en forme, ils reviennent de stage à Sierra Nevada. Et puis cette année, ils ont également été au Kenya pour préparer et surtout améliorer leur course à pied. Donc on sait et on connaît les qualités de cyclistes déjà des Espagnols. Voilà, en général, voilà, ils ont des capacités au-dessus de certains de leurs adversaires. Et s'ils rajoutent à cela des qualités et de l'amélioration sur la course à pied, effectivement, tout à fait normal qu'on les retrouve aux avant-postes. Alors, la bagarre chez les féminines est bien lancée, on les voit à l'écran. Sanchez, Hernandez, Marta, qui reste devant quand même. Marta de son prénom, Elena Pollert en deuxième position. Malgré le contre la montre sur les lacets un peu raides du début, elle garde quand même pareil, une belle attitude. En tout cas, ça a l'air de bien aller en tout cas pour elle. Alors je ne connais pas suffisamment Elena, je ne pourrais pas imaginer ou lancer un quelconque pronostic. Il y a cette ascension.
pareil, je la connais pas plus que ça, mais si elle connaît un petit peu ses adversaires de son côté, en tout cas, je pense que suivre Martha dans une montée comme ça, c'est une valeur sûre. C'est une femme de longue distance, donc on va dire régularité, pas de prise de risque. On va dire qu'elle va gérer son effort. C'est toujours agréable de monter à une allure régulière plutôt que de suivre des à-coups, etc. Donc je pense que entre guillemets s'épauler sur une personne de confiance comme ça, c'est toujours agréable. Quitte à après accélérer un petit peu sur la fin de la bosse, mais en tout cas sur le début, c'est je pense agréable de suivre une personne comme ça. Allez, petit classement, donc c'était au pied de l'Alpe avec Léo, vous l'avez à l'image sur la partie gauche de votre écran, vous avez les féminines également sur votre droite. Concernant les garçons, Léo ou Abdel Selam en tête devant Esteban Bringer, une petite minute devant, ça c'était au pied. Ensuite en troisième position Quentin Criado, quatrième Paul Noguera, cinquième Antoine Vautier, sixième Robin Sublon, septième Michael Rallert. Quand je cite ce nom, je suis toujours surpris de le voir encore. C'est impressionnant. Michael, qui a brillé sur le plan international, sur la longue distance, full distance, 70.3, champion du monde également. Et puis en huitième position, Igor Dupuis. Et enfin, neuvième, Michael Arrasate, l'espagnol tenant du titre. Et dixième, pour être tout à fait complet sur ce top 10, c'est Rémi Dupuis pour les couleurs de triathlon de Versailles. Voilà, le top 10 est très groupé. Après, il y a un tout petit écart avant d'avoir le reste de la course. Chez les féminines, changement de passation. C'est Elena qui est passée en tête. Devant Marta Sanchez. Nous avions tout à l'heure au pied de l'Alpe, également chez les féminines, c'est Anna Zender qui est en troisième position. Et la quatrième, c'est Marit Vandenberg. Alors Anna Zenberg, elle est championne du monde de cross triathlon en 2025. Anna Oui, Anna Zender. Le parcours à pied va bien lui plaire alors, je pense. Championne d'Europe en 2024 de cross triathlon et championne du monde en 2025. Deuxième de l'Xterra, Coupe du monde à Vougliani en Grèce. Et troisième également sur l'Asia Triathlon Cup en 2025. Donc de l'expérience et très certainement un parcours qui lui sera favorable, comme tu le précisais, sur la partie pédestre. En Xterra, c'est plus ou moins leur durée d'effort. Donc je pense que c'est pareil, c'est un effort qu'elle va pouvoir bien maîtriser aussi en termes de durée. C'est plus ses habitudes, on va dire. Et il y avait 3 minutes. 3 minutes un peu moins, à 2 minutes 30, j'ai vu. 2 minutes 30 ouais, ça paraît beaucoup comme ça, mais c'est pas grand-chose sur une montée de l'Alpe d'Huez. Allez, avec notre première féminine, la française, qui a pris les commandes. Et puis Léo qui regarde derrière, il essaie il voit que ça... Alors, est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est Esteban ou pas. C'est Esteban, est-ce que c'est un cyclo qui s'amuse, mais ça monte quand même derrière. Ça a l'air de grimper, mais ça me paraît très bizarre qu'il ait quand même bouché une minute. Je le souhaite, mais une minute en quelques virages, du coup, ça voudrait dire qu'il aurait mis un sacré premier et deuxième homme, c'est ça. Donc Esteban Bringer qui tout à l'heure était pointé à 1 minute au pied de l'Alpe. Et là, donc forcément, dans les premières rampes les plus difficiles, a fourni un effort considérable pour recoller tout de suite. Ouais, parce qu'on voit que Léo devant, il a quand même un coup de pédale qui a l'air, ça n'a pas l'air en tout cas en difficulté. Donc c'est que Esteban imprime un gros tempo derrière pour rentrer. Je pense qu'il va vouloir le doubler et mettre tout de suite une allure pour pas que ça puisse prendre la roue. Et là aussi, chez les féminines, on avait un triathlète masculin qui était en train de doubler. J'ai pas pu voir le dossard. J'ai pas eu le temps non plus. Allez, on va très certainement assister à ce regroupement avec Esteban Bringer qui a effectivement fourni, comme on le disait, un gros effort sur les 2-3 premières rampes avant d'arriver à la garde. Il a pas recollé encore. Il n'a pas recollé, mais je pense que quand il va le doubler, il va pas vouloir le garder dans la roue. C'est dommage de doubler à la même allure. Et nous aurons le prochain pointage. Je suis pas sûr que ce soit Esteban derrière. C'est une trifonction bleue. Esteban il est au triathlex, donc je ne pense pas que ce soit sa trifonction. Alors peut-être qu'effectivement... En tout cas, si c'est un amateur ou un cyclo, il grimpe très très bien. A priori, c'est Michael Arrasate, l'espagnol. Et voilà, puisqu'ils ont passé, ils sont au pointage de la garde. Il est en deuxième position. Alors donc, il a bouché 1 minute 30. Il a bouché plus qu'une minute du coup.
puisqu'il était, je sais pas les écarts là, mais il était. Ouais. C'est pour ça qu'on était surpris effectivement, et tu avais raison, tu avais remarqué la couleur de la trifonction. Donc notre Espagnol est en train de refaire un petit peu le scénario de l'édition 2024 pour revenir et très certainement prendre la tête assez rapidement sur cette montée de l'Alpe d'Huez. Et regardez la façon dont il monte. Voilà, on avait été très très impressionnés. Eh bien, il réédite l'exploit 2024. Regardez comme il est en train de partir. Il a complètement lâché Léo qui pourtant nous semblait effectivement faire une bonne montée. Mais là, on est à un autre niveau. Ah là, ça grimpe très très fort. Et s'il lui a récupéré 1 minute 30 sur les 4 premiers virages, il peut y avoir un très très bel écart au sommet. Ça peut faire des belles différences. Et Esteban, du coup, qu'on soupçonnait être en 2e position, est donc actuellement 3e. Et il fait jeu égal à peu près avec Léo. Et c'est Paul Noguera qui est en 4e position pour l'instant. Quentin Criado 5e. À la garde également le 6e Robin Sublon. Et Michael Rallette est passé en 7e position. Antoine Vautier a décroché un petit peu puisqu'il est 8e maintenant. Igor Dupuis 9e. Rémi Dupuis 10e. Et Léon Chevalier 11e. Voilà pour... Et Léon qui refait son retard en termes de place. En tout cas, il se rapproche. Il se rapproche. Alors cet Espagnol qui est impressionnant, qui avait mis un petit peu en parenthèse le triathlon entre 2020 et 2024, il s'était vraiment tourné vers le vélo et puis il est revenu évidemment sur le triathlon, mais on voit bien effectivement cette capacité qu'il a à grimper aussi vite. Le regarder comme ça, on n'a pas l'impression que ça monte alors que... C'est incroyable, c'est incroyable, un garçon qui suit, il n'a pas que les jambes, il a également la tête puisqu'il suit des études d'ingénierie en IA. Ok. Ouais. Et donc à Saint-Sébastien, intelligence artificielle, voilà forcément des nouvelles formations. Dans les formations. Donc c'est un très très jeune espoir espagnol, forcément. Alors le coup de pédale est... ça a l'air impressionnant. Vous avez vu le pourcentage à votre gauche, il est vraiment dans les parties les plus difficiles. Et là, ça monte très très vite. On revient avec la première féminine. Elena Pollert qui a réussi à doubler Marta Sanchez. Je ne sais pas, on verra à la garde également pour les féminines. Est-ce qu'elle a réussi à créer un petit écart ou alors est-ce que les deux féminines roulent à distance en maîtrisant l'une et l'autre cette montée? Mais effectivement, il faudra quand même surveiller au passage de la garde celle dont on parlait tout à l'heure, un spécialiste de l'Xterra, Anna Zender, parce que elle est tout à fait capable effectivement de nous amener une belle montée également. Et on sait que, vu son palmarès, ça va être capable de courir très vite. Bon, là, il est parti, Erwan. Ah là, à mon avis, il va creuser un écart. Et de ce que je vois, il n'y a pas grand monde derrière qui roule à son allure. Donc il va, sauf problème, en tout cas il va quand même grimper à son train et à mon avis il va faire un bel écart pour la course à pied. Cet Espagnol qui était sorti dans le top 10 à l'issue de la natation, qui pointait donc avec plus d'une minute. 1 minute 30 presque. Une minute 30, une 30 au pied de l'Alpe et qui, au bout de quelques lacets... Les 4 premiers virages, parce qu'il est passé juste après la garde. Où c'est le plus dur. Voilà, où la pente est la plus difficile, où la route s'élève vraiment de façon vertigineuse, eh bien, il a produit son effort. Et puis là, il est parti. Et de mémoire, l'année dernière, il est resté avec cette attitude jusqu'en haut. Il monte à quoi, à 20 km/h? Alors, j'ai pas la moindre idée de ce que ça donne en vitesse. Mais en tout cas, le chrono va être très très propre. Hier, je crois que c'est Louis qui a fait la meilleure montée. Louis ou John, je ne sais pas exactement. Non, c'est Louis. C'est Louis. C'est Louis, je crois en 47, il me semble. Ils sont montés à peu près. Comme Émile qui a gagné le duathlon avait monté également, je crois en 47-48. Je pense, j'ai pas le visuel, mais je pense qu'il va pouvoir rouler un petit peu plus vite. Forcément, il aura moins de vélo dans les jambes pour arriver sur l'Alpe. Après, Louis. Ça reste du très 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 costaud, sauf que c'est un ancien cycliste, donc il sait aussi ce qu'il fait en montée. Mais je pense que ça va pouvoir se permettre entre guillemets de rouler un petit peu plus vite. Alors, pas non plus 2 minutes, mais ne serait-ce que quelques secondes, 30 secondes, ce serait déjà
Très très bien. Allez, nos féminines qui vont à leur tour être pointées à ce ravitaillement, la garde, où effectivement, on en parlait tout à l'heure, on a un petit peu plus il y a un peu plus de répit, on va pouvoir boire, s'alimenter un petit peu avant d'attaquer une autre partie qui ne sera pas des plus simples. Et puis nous aurons les écarts, il y a à peu près une trentaine de triathlètes qui ont passé la garde. On se retrouve dans quelques secondes. De retour sur le direct distance M, l'Alpe d'Huez Triathlon de l'édition 2025. Nous sommes ensemble depuis 1h03. 1h03 de course, cette course qui a été lancée avec le kilomètre 500 de natation, le lac du Vernet pour cette première partie, puis 28 km dont évidemment les 21 virages, ascension de l'Alpe d'Huez. Et ensuite il y aura, pour en terminer avec ce triathlon distance M, 6 km 400 avec près de 150 mètres de dénivelé pour en terminer et s'adjuger, pourquoi pas, une deuxième victoire avec l'homme qui est à l'image actuellement et qui est en tête de cette édition 2025, vainqueur de l'édition 2024, Mikel Arrasate, l'Espagnol, qui nous fait une nouvelle fois forte impression. Ouais, dossard numéro 1, donc il sait pourquoi il est là. Non, il a un sacré coup de pédale et il n'a pas l'air d'être en trop mètres. En tout cas, il a l'air vraiment bien. Ouais, ça tourne vraiment bien les jambes là, ouais. Ça tourne très très bien effectivement. On a vu la vitesse qui dépassait les 15 km/h dans ces pourcentages qui parfois dépassent les 9%. Donc un col qui est régulier, comme on dit régulier, mais quand on le monte en fin de compte, moi j'ai pas l'impression qu'il soit régulier. Bah, oui, il est régulier sur du long terme entre guillemets, mais les virages, on le voit un petit peu, les virages sont à plat. Et du coup à chaque fois, on le voit, il se met en danseuse, il faut relancer à chaque fois après le virage et c'est vite fatigant de devoir relancer, de rechanger de braquet aussi un petit peu pendant les virages. Il approche du 24e kilomètre, vous le voyez, Mikel Arrasate, l'Espagnol, et il sera bientôt à près de 1400 mètres de dénivelé, 1400 mètres d'altitude, pardon. Et pour venir ici à T2, alors la T2, c'est, si vous découvrez le triathlon, c'est la transition 2, c'est la transition vélo. Course à pied, c'est un espace qui est réservé pour les triathlètes, chacun à son emplacement, où il va déposer son vélo, son casque, et il enfilera les chaussures de course à pied qu'il a donc précédemment déposées, avec parfois les lunettes, une visière, nutrition. pourquoi pas, un peu de nutrition. Là, bon, sur 6 km 400, à mon avis, il n'y aura pas grand-chose. Mais un petit gel pour ne pas avoir de coup de mou ou une quelconque défaillance, parce qu'effectivement, on va être à 2 heures d'effort. Donc forcément, l'organisme, Erwan, a besoin d'un peu d'énergie. C'est ça. Surtout si la fin de la montée était un peu compliquée ou qu'on a manqué de ravitaillement ou quelque chose, avoir un petit gel, entre guillemets, en secours, ça mange pas de pain. Il va bientôt arriver dans la fan zone, du coup, si je dis pas de bêtises, après Huez. Il devrait pas tarder en tout cas à y arriver. 2 minutes d'écart entre la troisième et la deuxième. Chez les féminines, Anna Zender, la Suissesse, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de son palmarès, de son histoire à cette athlète qui excelle surtout dans l'Xterra, et bien est en train de reprendre du temps effectivement et revenir sur Marta Sanchez. Marta Sanchez qui avait pratiquement 1 minute de retard à la garde sur Elena Pollard. C'est serré chez les femmes parce que même les places derrière c'est pareil, c'est pas non plus très très loin, ça a 2 minutes derrière. Allez, puis petite dédicace évidemment, on va faire un peu de vintage avec Olivier Marceau. Olivier Marceau qui chaque année vient ici et qui pointe à la 20e place. Et rappelez-vous, ce champion du monde de triathlon franco-suisse et qui a brillé également, qui a participé aux Jeux Olympiques. Je crois 2 Olympiades il me semble de mémoire. Mais chaque année il vient ici se faire plaisir. Mais quand il met un dossard, ça reste des guerriers. À l'image de Cédric Fleurton. Cédric Fleurton qui pointe à la 12e place. C'est très propre. C'est très très propre effectivement.
C'est très costaud, hein. Puis un triathlète, un compétiteur, ça restera toujours un compétiteur, hein. Donc même s'ils ont pris de l'âge, ils vont faire la course à fond, puis ils vont pas en laisser un bout, hein. C'est ça. C'est ça, je crois que quand on a ça, c'est dans leur ADN et c'est comme ça. Allez, on revient avec Elana Pollert, les couleurs de Poissy, c'est la première féminine. Elle monte à 10, 10, 3, 10, 5 dans les pentes les plus sévères. Évidemment, tout à l'heure, on a vu un autre Espagnol, Mikel Arrasate, qui lui était aux alentours des 15-16 km/h et qui, je pense, même doit aller au-delà des 16 km/h. C'est compliqué en fonction de la portion où c'est pris, ça ne veut pas dire grand-chose, mais... On peut apprécier ces vues extraordinaires. Ah, ces vues. Ah oui, c'est. On le sait, hein, les amateurs, les pros, je pense pas. Honnêtement, tu vas me confirmer peut-être, mais vous regardez pas le paysage. C'est compliqué, hein, surtout sur un triathlon M. Plus la distance est courte, plus ça va vite, donc on a encore moins de temps de regarder. Alors, est-ce que tu regardes un petit peu l'environnement? Est-ce que tu. Des fois, ça. Ouais, bon, on va pas s'amuser à regarder, mais c'est vrai qu'on a le temps de jeter un petit coup d'œil, regarder la vue. Des fois, c'est agréable aussi, hein, si on a des passages un peu en dedans, de profiter de. Le nombre de virages qui restent, et ça pense pas à grand chose là, hein. Et notre championne française, elle est concentrée sur son sujet, cette ascension. Il lui reste 9 km. Elle était dans un pourcentage qui flirtait avec les 10%. Donc forcément là, je peux vous assurer que là, il y a tout qui brûle. Il faut garder ce rythme de pédalage, cette vélocité. Le rythme cardiaque forcément s'élève. Et puis il va s'élever avec l'altitude. Et on voit que l'espace, tout à l'heure, non, je pensais qu'on allait avoir une incrustation entre Léo. C'est le premier. Oui, le premier. Ouais. Et Mikel, l'Espagnol. L'écart se creuse. Hein. L'écart se creuse forcément. On a le premier pointage à Huez pour Mikel. Et donc la fan zone, très certainement qu'on aura peut-être des images de cette ambiance justement sur cette superbe fan zone qui a été proposée donc au public. C'est Léo. À l'écran, c'est Léo. Donc en deuxième position. On voit que trifonction ouverte, donc à mon avis il fait chaud. On l'a dit, hein, qu'il faisait plus chaud aujourd'hui. Hein. Dans l'Alpe, en plus, il n'y a pas forcément de vent. Enfin, on respire moins, il y a moins de vitesse, donc forcément. Allez, Léo. Le coup de pédale a l'air bon, hein, donc. Régulier dans son pédalage, tu le précisais. Ouais. Il relance, donc il ne lâche rien pour l'instant. 8e sur l'édition 2024 pour l'instant, à 2e place provisoire pendant cette ascension, avec une vitesse malgré tout de 16 km/h. Donc c'est effectivement, c'est comme ça monte bien. Le coup de pédale est encore bon. Ouais. Il arrive à Huez, donc il n'y a pas un gros débours sur. On aura l'écart, puisque pour l'instant, seul Arrasate, Mikel l'Espagnol est passé à ce pointage et on va pouvoir avoir bientôt donc Léo également et faire le pointage avec le 3e, le 4e, voir un petit peu ce qui se passe derrière. Et là, ils aperçoivent. Il est passé. Il a pris 2 minutes, un peu moins de 2 minutes, 1 minute 50 de retard. C'est à la fois beaucoup, à la fois on voit que Mikel devant met un gros tempo, donc à la fois c'est pas non plus complètement aberrant. Et puis surtout c'est très facilement aussi récupérable à pied, hein, si Léo est en forme. Mais bon, on peut imaginer que l'écart va grandir jusqu'à l'arrivée de l'Alpe d'Huez, en tout cas. Allez, le chrono qui avait été réalisé sur la partie vélo, 1,07. Ça, c'était le temps juste du vélo. Hein, le temps juste du vélo. Voilà, juste le vélo, 1,07. C'était pour Mikel Arrasate. L'année dernière, il avait couru également en 24 minutes donc, et 12 secondes. Il avait réalisé le 5e temps sur la course à pied et un total d'une 54,06, donc sous les 2 heures. Hein. Sous les 2 heures, ouais. On avait en 2e position. Ah oui, c'était Friedelands l'année dernière, effectivement. Sylvain, ouais. Sylvain qui avait pris la 2e position de Saint-Jean-de-Mont, Alichon, Yann et Esteban Bringer avait fait 4e. Et il est encore dans le coup, hein, il est à la même place, un peu mieux. On avait Tom Richard, 6e. On a Criado qui est dans la course encore aujourd'hui, qui avait fait donc 7e. 5e actuellement. Donc, et Web Abdeselam, je vous l'ai dit, avait terminé 8e. Et on a également Antoine Vautier qui est dans la course, qui avait terminé 10e. Voilà, pour être complet un petit peu sur le retour en arrière 2024 pour l'instant. Le 3e vient de passer à Huez. Et alors 1h11, donc il a un peu plus environ 2 minutes de retard sur Léo. Ils sont 3, 4. Donc, ils se sont pas tous en ligne de mire. Je pense pas qu'ils puissent s'apercevoir
avec autant d'écart, éventuellement ils peuvent voir les motos qui filment autour, mais je pense pas qu'ils se voient sur les longues lignes droites comme ça. 2 minutes, c'est quand même Et voilà. la fan zone. Et voilà cette fameuse fan zone qu'on attendait avec impatience. Regardez ce monde, c'est l'ambiance Tour de France. Alors on n'a pas le retour nous du bruit et du son. Et non, on l'a pas, mais on l'imagine. On connaît ces images. Ah, on entend un peu les cloches quand même. Un petit peu, ils nous font le retour là. Ça c'est très très sympa. Regardez ça avec tous les panneaux qui sont inscrits et dessinés et qui encouragent tous ces triathlètes qui vont avoir besoin de ce soutien. Ouais. Parce que là, quand on est à Uez, alors on n'est pas très loin de la fin, mais on n'est encore pas rendu. Ouais, c'est un peu le problème, c'est qu'on commence à distinguer un peu la ligne d'arrivée, mais les derniers virages, ils sont très longs. Et en général, ça devient un peu plus compliqué, donc ouais. Et pour l'instant, 4 athlètes sont passés à Uez. Esteban Bringer est passé le 4e. On attend le passage de Criado, de Sublon, de Rallert, de Vautier, de Dupuis, Rémi et Igor. Voilà pour les 10 premiers et bien sûr de Léon Chevalier qui pointait tout à l'heure à la garde à la 11e place. La première féminine, quant à elle, Elena Pollaert, ne faiblit pas a priori à son pédalage. Ouais, pour l'instant, c'est constant. On lui souhaite évidemment le meilleur pour garder cette position et pourquoi pas poser. C'est bien parti, poser en tête. J'ai pas de visuel en tout cas sur les suivantes, mais Martha, on n'a pas encore d'autres pointages depuis la garde, donc on peut pas avoir trop d'informations, mais ouais, elle a l'air de bien gérer. Elle s'alimente. Ouais. Ne pas oublier de s'hydrater. Il fait très chaud dans cette montée de l'Alpe avec cette paroi qui forcément fait effet de réverbération. Le soleil qui tape, la pente, cette route qui s'élève, un cœur qui tape fort dans la poitrine. Voilà ce qu'on ressent quand on est à ce niveau de compétition et cette concentration avec les yeux rivés très certainement sur le cardio, sur les watts, des éléments, je dirais, techniques qui sont importants aujourd'hui, Erwan. Ouais, pour pas se brûler un peu les ailes, vaut mieux gérer un peu son effort. C'est des triathlètes élites, donc ils gèrent forcément leur montée avec les outils qu'ils utilisent, donc que ce soit le cardio ou le capteur de puissance ou autre, mais ouais, je pense que pour la plupart ils font quand même vachement attention à la gestion d'effort pour pas avoir de défaillance, que ce soit sur la montée ou même pour la course à pied derrière. Tu as déjà couru l'Alpe d'Huez? Oui, le M. Il y a longtemps. Tu es en préparation de l'Ambraman? Je suis en préparation pour l'Ambraman, exactement. Et là, a priori, eh bien, la sortie du dernier. Alors, c'est une 15, le temps limite. Ouais, dedans. Une 14-40. Alors, rolling start. Donc, effectivement, quand vous voyez une 14-44 sur le chrono, c'est le temps. C'est les premiers. Ouais. C'est les premiers. Ouais. Mais bon, donc, il est dans le temps. Dans tous les cas, voilà. il pourra et il aura l'autorisation de partir sur la partie vélo. Et ensuite, je crois que c'est... je ne veux pas dire de bêtises, je crois que pour partir, c'est 18h15 de mémoire, je crois. Ah. Ouais. Ça devrait le faire, on lui souhaite en tout cas. L'année dernière, je redescendais l'Alpe d'Huez, la route était réouverte à 17h. Ouais. Je redescendais l'Alpe d'Huez et pratiquement à mi-parcours, il y avait des triathlètes qui montaient encore. Ah, c'est long, c'est très long, c'est très dur et une défaillance dans l'Alpe d'Huez, ça peut être compliqué. Il n'y a pas de voiture en face, ça peut être sympa qu'on se met latéral. Allez, on apprécie ces images de triathlètes, hommes et femmes, les deux leaders de cette édition 2025. L'un est dans le final de l'Alpe d'Huez. Tenant du titre, Michael Arrasate, Elena Pollaert, la française. Elle n'est pas encore passée à Huez, mais je crois qu'elle y arrive au bout de la ligne droite. Là, On voit même sur l'image de gauche un athlète qui là, lui, monte en courant. Pour l'avoir déjà fait, c'est pas un bon moment.
Alors on a une petite anecdote sur cette histoire de monter l'Alpe en courant, puisqu'il y a un athlète qui lundi participait au duathlon et malheureusement pour des problèmes physiques n'a pas pu faire de vélo, interdiction de prendre son vélo. Ah, il a fait monter en course à pied. Il a tout fait le duathlon, alors on va pas parler de duathlon, il a fait une course à pied, du coup, une course à pied de 7 en bas. Les 21 virages et les 6 en haut. Il a réussi à le faire dans les bons timings. Ah oui, il était loin. Remarque, en course à pied, on perd pas tant parce que que, ça. alors, pour la petite histoire, il doublait donc des duathlètes qui, eux, étaient sur leur vélo, bien sûr, pendant l'ascension. Et puis certains lui ont dit, mais pourquoi t'as pas pris ton vélo? Bah, il dit, de toute façon, je vais plus vite que toi, regarde. Donc, c'est pas faux. Alors, c'était la petite histoire. Voilà, il voulait absolument honorer l'organisation, surtout ne pas prendre le départ. Pour lui, ça aurait été vraiment compliqué. Donc, voilà, il a eu une petite autorisation, c'est pas à faire, mais c'est une anecdote qui, je crois, restera dans les annales de l'édition 2025. Mais en tout cas, c'est courageux parce que la montée est très très dure. Et les premiers virages, ils sont interminables. Et alors, il a fait toute l'épreuve évidemment en courant. Il a mis 5 heures, non pas 5 heures, je dis des bêtises. Il a mis ce qui termine, je crois, dans les 400e, donc milieu de. En plus, il figure bien. Et le lendemain matin, il y avait une reco qui était organisée par le partenaire donc Oversteam. Et ben, il faisait la reco le lendemain matin. Il n'a pas assez forcé dans la montée alors. Donc voilà. Allez, on revient sur le direct avec la première féminine. Regardez les pentes qui sont inscrites sur votre écran. Kilomètre 22. Et ça monte toujours, ça monte régulièrement. Il n'y a pas. Visuellement, j'ai pas le sentiment de voir une athlète en difficulté. Non, elle est concentrée. En tout cas, ça a l'air de plutôt bien aller. Elle arrive vraiment bientôt à la fin de la montée. Il a l'air vraiment facile. C'est incroyable, cette facilité justement qui transpire quand on voit cet athlète alors que c'est si difficile cette ascension. Il est vraiment dans les derniers virages. Là. Exactement. Virage 3, Il a passé le prochain pointage. En plus, il va arriver sur la fin du coup de la partie dure. Et avant de poser le vélo, il aura une petite partie un peu plus plate, on va dire. Voilà, il est passé. On a donc la remontée chronométrique et on pourra faire les derniers écarts, effectivement, à ce virage 3 avec Michael Arrasate, l'Espagnol, qui est vraiment dans le final maintenant de cette ascension. 2 km 500, vous le voyez, qu'il lui reste à parcourir avant de venir poser ici même à l'Alpe d'Huez sur ce magnifique site qui est parfaitement aménagé et donc une logistique fabuleuse et superbe qui est mise en place chaque année, et je dirais que ça monte en puissance chaque année. Ça a monté en puissance au niveau des inscriptions et ça monte en puissance également sur la technique qui nous permet nous de travailler et sur tout ce qui permet aux athlètes d'être accueillis sur ce site, la ligne d'arrivée bien sûr, mais aussi cet espace transition où tous les vélos vont venir tout à l'heure donc faire vibrer cet espace, la T2 transition vélo course à pied. Il n'a pas faibli. À mon avis, ça va être très très compliqué. Sauf défaillance, en tout cas, il a l'air bien parti pour rester en tout cas à sa place. Léo qui vient de passer au virage, donc pareil, il continue de perdre un tout petit peu de temps, mais c'est pas énorme. Il a un petit peu moins de 3 minutes de retard. Alors si on parle un peu de Léon Chevalier, c'est tout simplement parce qu'effectivement c'est un de nos meilleurs représentants français sur la distance Ironman. Il est en préparation. Moi, je parlais de Léo. Ah, pardon, je parlais de Léon Chevalier, autant pour moi. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait nous poser la question, effectivement, pourquoi de temps en temps on revient sur Léon Chevalier. Qui est 6e actuellement. Voilà, qui est 6e actuellement. C'est tout simplement, il a couru hier, il a animé la course, et puis derrière, il a décidé d'enchaîner avec le M. Il a démarré, en fin de compte, sa préparation, il le disait officiellement, cette préparation pour les championnats du monde qui se dérouleront mi-septembre sur la prom à Nice, avec les tout meilleurs du monde sur la distance Ironman. Donc il a démarré cette prépa ici. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué pour lui. Il n'est pas là pour la gagne, il n'est pas là pour tout ça. Mais malgré tout, c'est mettre le dossard, c'est un compétiteur et il lâchera rien. C'est ça, c'est un compétiteur, il va pas lâcher.
Alors effectivement, il a commencé sa prépa et ça lui fait un week-end, c'est pas un week-end, mais ça lui fait faire 2 jours de course, Oui. Qui entre guillemets remplace 2 gros entraînements. Et donc pour lui, c'est très très bonne façon de s'entraîner et de tester un petit peu aussi la forme qu'il a dans les bosses. Surtout que c'est un parcours qui sera quand même montagneux aussi un peu sur l'Ironman de Nice. Donc voir un peu le coup de pédale, etc. Et c'est toujours plus sympa de faire un entraînement avec un dossard. Bien sûr. Léon Chevalier qui a remporté donc l'édition 2022 sur la longue distance. Ouais. Voilà, qui connaît parfaitement cette épreuve. Allez, on revient à 1650 mètres. Voilà, ça c'est la mètre-heure, c'est la vitesse ascensionnelle. C'est énorme. C'est énorme. Ça va très très vite. 1h22 de course, nous sommes dans le final avec le premier homme. Là, c'était la première féminine qui était à l'image à droite de votre écran. Qui a dû passer du coup sur le tapis de Huez. Le pointage de Huez, je On pense. va pouvoir avoir effectivement virage 3, ils sont 4. 3 est passé. Esteban est passé en 3e position. 3e position, et pareil, il a 2 minutes de Léo, donc il peut encore aller chercher sa 2e place. La première, ça reste un petit peu compromis maintenant, franchement, ça reste un peu loin devant. Mais ouais, Léo et Esteban vont pouvoir se faire une belle bataille à pied. Allez, Léo qui va, l'enfant du pays qui va peut-être aller effectivement, je dis l'enfant du pays parce que le papa donc les amène souvent dans des endroits où ça monte, parce que si ça monte pas ils sont pas contents. Mais voilà, ces gamins ont eu l'habitude de s'entraîner très très tôt, ont de grosses qualités. Avec papa le Patrick Bringer, podium sur l'Ambraman, un garçon qui brillait aussi sur l'Ironman de Nice à l'époque. Reconverti dans le trail. Ouais. Bon, allez, il lui reste un dernier virage à faire. Après, il va pouvoir commencer à faire une petite descente jusqu'au parc. Petite, mais... Il a une avance qui est quand même confortable. Il va pouvoir gérer un peu sa première partie de course à pied. Qui se fait plus ou moins en montée, on va dire, le premier aller. Ouais, là je pense qu'effectivement, posé dans cette configuration-là... il prend le temps un peu de s'étirer, il prend le temps de... Ouais. Allez, virage à gauche pour le premier homme. Passer sous ce petit tunnel. Et puis nous, sur le site, nous allons commencer à entendre les speakers, Vicky, Poons, voilà, les animateurs de ces 4 jours d'épreuve. Et voyez le positionnement du premier homme et de la première femme. Il n'y a pas tant d'écart. Hein. Elle n'est pas si loin que ça. Hein. Elle devrait arriver d'ailleurs, si tu dis pas de bêtises, dans la fan zone, plus ou moins là où elle en est. Je vais leur mettre un petit peu de peps. Elle a une belle avance sur Martha, parce que j'ai toujours pas de pointage en tout cas de Martha sur US, donc elle a dû agrandir l'écart confortablement aussi. Voilà, ils sont 5 à être passés au virage 3, et c'est Léon Chevalier qui est passé en 5e position. Ouais, Léon, il est en forme, et ouais, c'est plutôt bon signe, et puis il faudra faire gaffe à lui à pied, parce que je sais pas où il en est par rapport au podium, mais il faudra pas être traîné. Hein. Je pense qu'effectivement il va lâcher, hein. Ça c'est une certitude, il va lâcher les chevaux sur la partie pédestre. Ouais, non, il est juste derrière le 4e à 5-6 secondes et à moins de 2 minutes de Esteban. Donc il va pas falloir traîner devant. Et tu parlais tout à l'heure de la fan zone, eh bien il y est. Voilà. Elena Pollert, la première féminine à se présenter à ce kilométrage-là, à 5 km 200 de l'arrivée. Ah, ça fait plaisir. Hein. Et puis là ça rebooste. Là, ça fait des kilomètres qui comptent pas. Ça. Oui. Là on oublie tout là. On oublie tout. Là, ouais. Là on regarde plus le compteur. Là, on profite. On en met même un peu trop en général. Parce on veut impressionner un petit peu. Surtout qu'il y a un animateur dans cette zone. En plus, alors s'il a l'info, je pense qu'il doit avoir l'info. On a vu que la vitesse avait augmenté d'un seul coup. Hein. Ouais, là, ça... Mais c'est génial, c'est génial. Merci au public d'avoir fait le déplacement. C'est ça aussi l'Alpe d'Huez, cette effervescence que l'on aime retrouver, que l'on aime avoir, le soutien des bénévoles, mais aussi du public. Alors qu'évidemment, nous allons avoir d'ici peu. Il ne devrait pas tarder à arriver. Eh oui. Allez, on fait du bruit en Poissy.
Tiens, j'en profite pour faire un petit salut tiens, à mon ami Karl qui suit le live. Voilà, il arrive à quelques mètres du parc. Noguera. Allez, la transition. Mikel Arrasate, l'Espagnol qui descend de son vélo, qui se présente maintenant avec sa trifonction bleue. Voilà, le visage très décontracté. Ouais, Franchement, oui. il n'a pas l'air inquiet. Il n'a pas l'air dans la moindre difficulté. Vous le suivez en direct avec le vélo à la main. Il va se diriger vers son emplacement, bien sûr, avec le dossard numéro 1. Il sera tout au bout là-bas de l'aire de transition. Il va poser le vélo, roue arrière dans le rack. Et il va enfiler les baskets, poser le casque, tourner le dossard et s'élancer vers les 6 km 300, 6 km 400. Un peu de dénivelé, un peu de trail, un peu de bitume, tout ce qu'il aime finalement, ce garçon. Regardez, c'est un petit gabarit. Hein. Ah, ouais. Gabarit de grimpeur. Hein, il est Voilà, la roue arrière, je vous l'ai dit, le casque est accroché, les choux sont pas de chaussettes. enfilés, pas de chaussettes. Pas le temps On y va et c'est parti. Est-ce qu'il y a une casquette? Non, même pas. Le dossard dans le bon sens. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Le tenant du titre, Mikel Arrasate, l'Espagnol, en passe d'une deuxième victoire ici consécutive. Voilà. Attendons, la ligne d'arrivée n'est pas franchie. C'est pas encore franchi, mais c'est quand même bien parti. Ouais, disons C'est quand même bien parti. Allez, derrière, ça va se battre hein, pour tu le précisais, Erwan, pour les places d'honneur. Les places d'honneur, le top 5, il est serré. Hein. Il va pas falloir faiblir à pied. Hein, parce que Pas falloir s'endormir. Surtout qu'il y a Fleurton qui est juste derrière. Pareil, Fleurton, sur ce genre de parcours, faudra pas laisser revenir non plus. Hein. Ah, il est pas si loin. Hein. Le 24, il est incroyable. à 1 minute 30 de Lyon. C'est incroyable. On parle de Cédric Fleurton, quoi. On en parle, alors qu'on en parle, nous, de temps en temps, les anciens, évidemment, mais là, on en parle comme un postulant au top 10, ça c'est sûr. Ah ouais, bah pareil, hein, entre guillemets, en ancien, on a encore Michael Rellart, top 12. Oui, pareil, pas si loin que ça non plus. Hein. Notre premier homme qui va arriver du côté justement de la fan zone, parce qu'il y en a un fan zone aussi concernant le run. Sur la partie course à pied. Alors pour les écarts chez les femmes, Martha est passée en 3e position à Huez. Elle s'est fait rattraper du coup par la triathlète Anna qui vient du Xterra. Et bah voilà. On le présentait un petit peu tout à l'heure. Elles sont plus ou moins à côté, hein, à 10-15 de secondes côte à côte. Je pense qu'Anna va courir la Suisse beaucoup plus vite, je pense. Allez. Mais elles ont quand même bien 2-3 minutes de retard sur Elena. Elena qui a fait une sacrée montée finalement. Très belle montée. Ouais. Très régulière. C'est pas terminé, mais non, bien sûr. C'est propre, hein, c'est propre. Et là, Mikel Arrasate, l'Espagnol, regardez ça, ça défile, ça déroule. Ça baisse pas de régime. Hein. Et ça va pas baisser de régime, je peux vous assurer. Un peu à l'image d'hier, là, John Brevolt, le Norvégien qui nous a impressionnés sur la course à pied aussi. Il est seul en tête. Il sait qu'il a de l'avance. Il a déjà remporté cette épreuve, lui le spécialiste. Le deuxième homme qui arrive au parc à vélo. Léo, très certainement. Trifonction blanche, c'est Léo. Allez, Ouad Ben Salam, Léo qui a fait une très belle montée aussi. Il ne pouvait rien faire face à l'Espagnol, mais malgré tout, 8e l'année dernière, et bien là, ça devrait être une bien meilleure place. Il devrait faire mieux. Allez, on a confiance, on espère. Nous, ce qu'on veut aussi, on est un petit peu cocorico, hein, un peu Frenchy quand même, des Français sur le podium. Là, il va y en avoir, hein, parce que derrière, je crois qu'il n'y a plus que ça. Ouais, donc c'est bien. Esteban français, ouais, après c'est beaucoup de français, Léon. Esteban Bringer, Quentin Criado, Léon Chevalier. On a Sem Krounen quand même, hein, qui est remonté aussi à la 6e place. On n'en avait pas parlé encore de cet athlète. Et oui. Léo qui est parti à pied, c'est bon.
Voilà, le troisième homme qui arrive. Et le troisième homme. Oh là, bah c'est du non, c'est Noguera. c'est Noguera. Alors, a priori, il aurait des pénalités. Noguera, le descend numéro 7. Donc, on va être très très prudent. On va voir s'il s'arrête à la pénalité. Allez, on va... Pénalité est sortie du parc. Oui, c'est ça. Erwan, on va te laisser. Merci. Avec plaisir. Je vais accueillir un nouveau consultant que vous connaissez bien. Merci Erwan pour ton analyse. Merci beaucoup, c'est avec La plaisir. pertinence. On te souhaite le meilleur pour l'Ambraman. Merci On beaucoup. suivra ça. Tu sais que moi, le 15 août, Je sais. je l'ai commenté pendant presque 10 ans, mais le 15 août, c'est focus l'Ambraman chez moi avec mon ordi. Et voilà. Merci en tout cas pour Merci ta beaucoup, c'était top. Très belle expérience. très très bientôt. Et nous accueillons donc celui qui est également un partenaire de ce triathlon. Partenaire privilégié, j'ai envie de dire, moi, sur ce triathlon. Oui, ça va bien, je vais brancher ton casque. Ça y est, t'es à Salut à l'antenne. tous. Monsieur Fred Belobre. Salut à tous. Voilà. Très content de vous rejoindre sur ce live. Merci Fred. Et ben on assiste Fred tout simplement à la pénalité. A priori, il avait deux pénalités. Ah ouais, 2 Donc, pénalités et ce pour un serait- total de... Bah, normalement c'est disqualification. Je peux pas vous donner les raisons, je les ai pas eues, mais on a bien confirmation effectivement. Et je pense que voilà, il ne repartira pas. Ouais, c'est dur. Ouais. Ouais, c'est dur pour un athlète. Après, il y a un règlement, évidemment. J'ai pas J'ai pas eu eu l'information. l'info du Paul, pourquoi aussi. ouais, Paul Noguera, l'espagnol. Voilà. Alors, est-ce que drafting, est-ce que voilà, peu importe 2 fois, etc. Après, Allez. il y a aussi les possibilités de couper les virages peut-être. Peut-être, On va en savoir plus bientôt. En dehors des zones peut-être. Il peut y avoir une multitude. Bon, Fred, merci de revenir. Merci On à est vous avec de la m'accueillir. la première féminine qui est donc sociétaire de Poissy Triathlon, Elena Polaert, qui aura une bonne petite avance sur Martina et sur Anna, la Suissesse, qui tout à l'heure pointait à 2 minutes. Donc, Elena, très belle montée, très régulière. Elle va poser en tête très certainement sans problème maintenant. On va la retrouver après cette petite page partenaire. Nous, on va souffler un petit peu. On vous retrouve tout de suite après ça.